Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos saison 2, épisode 15 déjà, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Salut Douglas, comment ça va ? Salut Damien, salut à tous, ça va super, très content de te retrouver, ça fait plusieurs petites semaines qu'on n'avait pas pu pour diverses raisons, on va y venir juste après, mais très content d'être là. Ouais, au sommaire aujourd'hui, il y a pas mal de news Matos à débattre, vous l'avez vu, chez Sony, chez Sigma, chez Insta360, le Mavic 4, le Lumix S5 II, le Canon 75-300. Franchement, il y a beaucoup à dire parce que c'est que des produits qui sont originaux, inattendus, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de news aussi. On verra une news étonnante concernant Sony. On verra que Panasonic licencie, Fujifilm, Tamron, Nikon par le résultat parce que la plupart des sociétés japonaises clôturent au 31 mars, donc ils publient un peu les résultats. Certains ont parlé un peu roadmap dans les grandes lignes. On verra qu'Atomos est en crise. J'ai sélectionné comme d'habitude quelques commentaires intéressants. Il y a des messages sur le répondeur, ça devrait être intéressant. Comme d'habitude, vous avez à votre disposition un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages vocaux et dans l'épisode suivant, ça nous permet de vous répondre. Et vous pouvez retrouver ce podcast au format audio sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et donc, comme vous l'avez vu, j'essaye sur ce podcast d'avoir une régularité quand même. Je pense que c'est la clé un peu d'avoir un format qui s'installe. C'est d'avoir un rendez-vous qui est quand même assez régulier, 2 fois par mois. Ça paraît déjà bien. Pour nous, c'est dur à tenir, mais on essaye de le tenir quand même. Et depuis 2 saisons, je trouve qu'on s'était pas si mal. Mais c'est vrai que là, pour une fois, ça fait 4-5 semaines, donc on a loupé un épisode en gros. Et tout simplement, il y a trop d'actu. À un moment donné, c'est arrivé dans une période où en plus, il y a des voyages aussi. Ouais. Pour ceux qui ont les enfants, il y a deux semaines de vacances scolaires. Il y avait 2 ponts à gérer parce que moi, l'école de mes enfants faisait le pont, les 2 ponts là. C'est ingérable en fait. Tu sais plus quand travailler. Et en plus, t'as des nouveautés dans tous les sens. Sony m'avait, alors pas oublié, mais disons qu'il y avait eu un quiproquo avec le lancement du 50-150 que j'ai reçu pour le tester à Venise. Donc, je vous ai fait une vidéo à Venise. J'étais à Rome pour tester le Sigma 16-300. J'avais envie de vous faire un test parce que c'est un objectif de voyage ambitieux et tout. J'avais envie de faire un truc qui soit un peu voyage, quoi. Et à ce moment-là, Lumix nous dit, il faut aller à Lisbonne. On vous invite à Lisbonne parce qu'on a quelque chose d'important à vous annoncer. Et c'est vrai que, pendant que vous êtes à Venise, à Rome, à Lisbonne, qui a les vacances et les ponts et compagnie, à un moment donné, j'y arrive plus. Donc, manque de temps complet. T'as vécu un truc marrant aussi à Lisbonne. Enfin, marrant. Je sais pas si c'est le terme, ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, on est arrivé à Lisbonne. Moi, je suis arrivé vers 9h et genre vers 10h. Blackout total. Plus d'électricité dans Lisbonne. Et en fait, de manière générale, je crois que c'est au Portugal et en Espagne. Et en Espagne, ouais. Et c'est vrai que là, tu vis une expérience. T'as l'impression que t'es dans un scénario d'un film. T'es à Disneyland. Ils veulent te reproduire un truc. C'est trop bizarre. Mais en fait, la vie s'arrête, c'est-à-dire que les feux de circulation ne fonctionnent plus. T'as de la police absolument partout. T'as des gens bloqués dans les ascenseurs. T'as Maxime Pileface qui était dans un bus. Il venait juste de désembarquer de son avion et il amenait juste le bus au terminal, il est bloqué parce qu'il y a plus de feux de signalisation, il y a plus rien qui marche. Il y en avait certains qui attendaient leur bagage, plus de tapis à bagages. En fait, la vie s'arrête. Dans l'hôtel, incapable de donner les clés. Les femmes de ménage, le téléphone ne marchait plus. Il y avait plus d'eau, puisque les pompes à eau, pareil, ne marchaient plus. Et impossible de préparer les chambres parce que il y a pas d'électricité, donc pas d'aspirateur et compagnie. Et en fait, c'est un espèce de chaos où, comme il y a rien qui est organisé, en fait, tout le monde est prévu pour des petites coupures de courant qui vont durer quelques minutes. Mais en fait, si ça a duré combien de temps, on a récupéré le courant vers 23h30. Et toi, t'es arrivé le matin? Moi, je suis arrivé le matin à 9h, j'étais à l'hôtel. Et là, c'est le chaos complet, quoi. Chaos complet. Et des situations d'urgence, mais dans tous les sens. Ouais, on se rend pas compte, mais on a l'impression comme ça, panne d'électricité. Bon, c'est important, mais je pense que on découvre au fur et à mesure, en fait, l'impact que ça a. Parce que typiquement, tu peux pas aller t'acheter à manger parce que tu peux pas payer en carte bleue. Si t'as pas de cash, tu peux pas dépenser quelque chose. Enfin, tu peux rien faire. Plus en de vrai, réseau. Tu peux rien faire. Plus de réseau. Plus rien qui marche. On était allé au restaurant, justement, avec toute l'équipe, et le mec, il avait une batterie, je dis pas que c'était une batterie DJI, tu vois, mais en gros, c'était ça, quoi. Il y a une plaque qu'on arrive à faire marcher sur une batterie, il faut qu'on fasse des plats qui consomment pas trop, vite fait, tu vois, trop drôle. Vous vous en souviendrez. Vous vous en souviendrez de ce voyage. Moi, franchement, je l'ai plutôt bien traversé parce que je suis arrivé juste avant, j'étais installé.
C'était quand même beaucoup moins drôle pour ceux qui ont été bloqués. Il y en avait qui étaient, même à l'aéroport, tu vois, les barrières, des trucs aussi cons, mais les barrières ne se levaient plus. Et donc, les taxis et compagnie ne pouvaient plus rentrer dans l'aéroport. Enfin, un bordel, mais écoute, des bouchons partout. Ceux qui étaient coincés dans ces situations-là, sans climatisation, parfois dans le métro et compagnie. Dur, ouais. Ouais, dur. Moi, c'était cool parce que tu regardes tout ce bordel et tu te dis, waouh, j'ai jamais vu ça. Mais pour les autres, dur, hein. Alex Jackson, il avait pas sa valise, hein. Il en parle dans sa vidéo. Ils ont eu des milliers de valises qu'ils ont entassées dans une pièce et il y en avait tellement qu'ils ont dit là les gars, nous on peut pas gérer à l'aéroport. Ils ont dit venez chercher votre valise parce que nous on peut plus les envoyer là, il y en a trop. Pas drôle. Ouais. Pas drôle en vrai, pas drôle ça. Mais ouais, expérience intéressante à vivre et donc Lumix nous a dû décaler légèrement sa conférence et c'était un peu le stress parce que l'hôtel nous disait on n'a plus de générateur. Donc dépêchez-vous de boucler votre conférence parce que ça va tout s'arrêter là. Donc c'était drôle à vivre. Très drôle. Incroyable. Mais bon, on est de retour. On va faire ce 15e épisode de la saison 2 du podcast. Et bah justement, il y a eu beaucoup de nouveautés. Moi, de plus en plus, j'essaye dans les vidéos d'avoir une certaine neutralité. C'est-à-dire que moi, je suis là pour vous faire le test du produit, pour vous commenter mes résultats, pour vous dire comment le produit se positionne par rapport au marché. Mais je suis pas forcément là pour débattre ou pour polémiquer. J'aime bien utiliser ce podcast pour avoir un espace qui fait plus radio libre ou plus où on est moins dans le journalistique en fait et moins dans la neutralité. Donc c'est ce qu'on va faire, je trouve, dans ce qu'on va essayer de faire là avec les différentes nouveautés que j'ai déjà couvert en vidéo. Donc on a eu un Canon RF 75-300 mm f4 5.6 qui a étonné par son prix parce que c'est vrai qu'aujourd'hui si on rentre chez IPLN et qu'on te demande un zoom 75-300 plein format sur une monture hybride et que je te dis j'ai 300 € de budget, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est exactement moi quand on me l'a annoncé, je me dis putain c'est trop bien. On s'attend pas à un niveau de qualité d'une série L extraordinaire bien évidemment, mais je trouve que un 300 mm, bon si toutes les planètes sont alignées, si la lumière est bonne, etc. Voilà, il ouvre à 4, 5, 6. C'est toujours intéressant d'avoir un 300 mm et pour 300 €. C'est clair que moi je me suis dit ça va être un produit qui va se vendre vraiment en gros volume. Donc là il est pas encore arrivé, mais j'étais hyper intrigué et impatient même de voir ce produit là. Alors moi je l'ai pas testé. Toi Damien tu l'as testé, t'as sorti une vidéo dessus. Ton retour d'expérience pour ceux qui l'ont pas vu? Oui, je l'ai testé. Ce qui fait débat, c'est que c'est un objectif qui, si je dis pas de bêtises, est sorti en 1999. Il est sorti en monture EF. Et en fait, en gros, la seule chose qu'a fait Canon, c'est de reprendre cet objectif et de lui coller une bague d'adaptation pour adapter la monture EF à la monture RF. Et hop, emballé, c'est pesé. Un objectif qui a 25 ans, qui a été conçu il y a 25 ans, est aujourd'hui vendu comme un objectif neuf en monture RF. Alors qu'en fait, sur le papier, c'est les lentilles optiques, les moteurs autofocus qu'on faisait il y a 25 ans. La question, c'est est-ce que finalement, c'est un move malin de la part de chez Canon parce qu'à un moment donné, on peut pas tout avoir. Et avoir une option neuf à 299 impossible. €. C'est impossible. Moi, je trouve que c'est cool. Et certains disent, à ce moment-là, on n'avait qu'à récupérer les objectifs d'il y a 25 ans et on met la bague et on en a pour encore moins cher. Sauf que là où je suis qu'à moitié d'accord personnellement, c'est que ces objectifs-là, on ne sait pas quelle vie ils ont eu pendant 25 ans. Un objectif qui a été construit il y a 20 ans, qui a été mal entreposé, qui peut-être a eu des poussières ou des champignons à l'intérieur qui se sont développés. Là, on a un objectif qui est neuf, qui est en train de sortir de l'usine, quoi. La question, c'est est-ce que c'est digne ou est-ce que c'est indigne? Ouais, je pense, il y a les deux lectures. Il y a le côté, moi, avant de voir le produit et puis d'avoir aussi, effectivement, à un moment donné, tu sais comment on en a discuté, mais moi, je l'ai reconnu, l'objectif, parce que esthétiquement, c'est une nouvelle coque, c'est tout, t'as l'impression que c'est une nouvelle optique. Moi, je l'ai reconnu comment? C'est le bruit, en fait. Parce que quand tu tournes la bague de mise au point ou quand l'autofocus se fait, t'as le bzz, entre guillemets, que t'as, sur les optiques beaucoup plus anciennes et que t'as plus du tout aujourd'hui. Donc c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille que j'ai regardé. Alors aujourd'hui, moi je suis pas capable d'affirmer que c'est cette optique-là. Tout laisse porter à penser que ça y ressemble en tout cas fortement. Quand on le met en face du prix, effectivement 299 €, un développement de nouvelles lentilles, de nouveaux moteurs, etc. Ce serait impossible d'arriver à ces prix-là. Donc on peut supposer que.
Et après, pour moi, il y a deux lectures. Il y a la lecture, bon, bah, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Verre à moitié plein, bah, tu te dis, tu as une solution pour 299 € d'avoir un 300 mm, là où aujourd'hui, bah, tu es obligé d'aller sur le 100-400, qui vaut quand même 750 €. C'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est quasiment, ouais, c'est 2 fois et demi le prix. Et le verre à moitié vide, bah, tu te dis, putain, merde, je mets sur mon boîtier que je viens d'acheter une optique qui a d'il y a 25 ans. Donc, indigne, je sais pas, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, voilà les deux lectures qu'il y a, et les deux peuvent cohabiter, hein, d'ailleurs. Après, en qualité, parce que moi je l'ai pas testé, mais en image, enfin, t'as fait des belles images avec. En image, c'est pas mal. C'est là où tu te rends compte que, bah oui, on n'a pas inventé la poudre et que il y a 20 ans, on avait déjà des optiques qui étaient de qualité. Donc, mais la vraie question, c'est que c'est pas fait pour aller sur les boîtiers modernes. C'est-à-dire que c'est pas fait pour aller sur les capteurs de 45 millions de pixels. C'est pas fait, même sur un Canon R6, tu vois, c'est un peu juste. Mais à quelqu'un qui a pas trop de budget et qui cherche pas à zoomer à 200% dans ses photos, bah, il passe de pas d'objectif du tout à un objectif où il peut faire des photos avec. Ouais, exactement. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'après, l'optique, et pareil, c'est hypothétique, hein, elle a 25 ans, elle a pas 25 ans. Bon, au final, si tu as un 300 mm qui procure des images de qualité, qui est utilisable pour 299 €, moi, je trouve que c'est une super option. Franchement, après, je vais pas tester. Pas de solution. Exactement. Donc, moi, ça me choque pas. À ce prix-là, ça me choque pas. Il aurait vendu 2 fois plus cher, tu vois, je te le dis. Hein. On est d'accord. On est complètement d'accord. Bon. L'autre nouveauté, c'est Insta360 qui a lancé sa X5. Pour ceux qui connaissent pas Insta360, c'est une boîte qui s'est fondée sur un produit très original qui filme à 360 degrés. Et en fait, c'est génial parce qu'on jette la caméra. Enfin, je dis à chaque fois on jette. On la met au bout d'une perche, mais on se pose pas la question de l'angle en fait dans lequel on filme, puisque elle filme à 360, elle filme partout. Ce qui est étonnant, et c'est là où quand même les Chinois, c'est parfois un peu compliqué, c'est qu'en gros il y a 10 mois d'écart entre la X4 et la X5. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont acheté la X4 il y a 10 mois, ils ont investi, et là il y a une X5 qui arrive déjà, et qui sincèrement révolutionne le game. Parce que réellement, la différence de qualité, l'évolution entre les deux, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et pour quasi le même prix. C'est ça. Enfin, c'est un peu quasi le même prix. Et tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir tout amélioré drastiquement en 10 mois? C'est-à-dire qu'il y a 10 mois, quand ils vendaient leur X4, ça, ils l'avaient déjà. C'est clair. Donc, ils savent que ils sont en train de la mettre enfin, pas de la mettre à l'envers parce que les clients ont eu le produit, mais quand même, que le produit, il va avoir une durée de vie qui est hyper courte, quoi. Ouais, mais c'est une pratique de plus en plus courante, je trouve. On a la même chez DJI. C'est très chinois quand même. Hein. Ouais, après quand tu fais ce constat-là, tu peux faire le même avec Apple. Hein. Apple, ils sortent un iPhone tous les ans. Quand ils sortent l'iPhone 15, l'iPhone 16, ils commencent pas à le travailler le lendemain de la sortie de l'iPhone 15. Ils l'ont donc quand ils sortent un banger, ils savent aussi ce qu'ils vont sortir l'année d'après. Oui, mais c'est vrai que sur les smartphones, t'es habitué à une sortie par an. C'est comme ça depuis le premier, tu le sais. Il y en a un modèle par an. Là, c'est vrai que dans l'univers des caméras, à part GoPro, qui c'est vrai fait une version par an, mais tout le monde le sait. En septembre, t'as une nouvelle GoPro. C'est vrai que nous, tu vois, les Sony, les Canon, les machins, ça a une durée de vie quand même, ces produits. T'as utilisé le bon terme. T'as dit les smartphones, on est habitué. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on en parle parce qu'on n'a pas l'habitude et que dans notre univers, c'est pas commun et courant. Mais c'est pour ça qu'effectivement, ça nous, pas dire que ça nous choque, mais qu'on le relève. Parce qu'effectivement, on n'est pas habitué. Peut-être que dans 2-3 ans, bah, ça sera le même fonctionnement, hein, peut-être. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est très chinois. Oui. Et il y a 1 an, il y avait une grosse polémique entre les créateurs de contenu et Insta360, puisqu'il y avait un représentant d'Insta360 aux USA qui avait demandé aux créateurs de ne pas dire qu'ils étaient sponsorisés et compagnie. Ils avaient demandé de mentir. C'était iPhone Edo qui avait fait une vidéo pour dévoiler un peu les pratiques d'Insta360. Donc là, forcément, il l'a pas eu, l'Insta360 X5. Mais il a fait une vidéo, il l'a acheté. Il a fait une vidéo pour les démonter. Une vidéo de 19 minutes dans laquelle, sincèrement, j'en parle parce que en termes de production, elle est extrêmement bien faite. Il a repris toutes les vidéos qui ont été faites par les autres créateurs sur l'Insta360 X5 et il les démonte. Mais vraiment, je sais pas quel temps il a passé à créer cette vidéo, mais c'est hyper étayé.
Il vous explique tout le fonctionnement exact de comment ça fonctionne et il démonte le produit. Alors, je pense qu'il faut le garder en se rappelant qu'il a été banni d'Insta360. Ça sent l'affaire personnelle, là, effectivement. Ouais, c'est l'affaire personnelle. Il y a une grosse revanche parce que là, vraiment, tu regardes sa vidéo, tu te dis le produit, c'est vraiment une sous-merde, un truc qui marche pas, c'est horrible. Alors que le produit, il est très bien en vrai. Donc là, clairement, il y a un parti pris. Mais c'est vrai que sa vidéo, regarde, on voit les animations et tout ce qu'il a fait hyper bien produit. Extrêmement intéressante à regarder. C'est pour ça que je vous en parle. Regardez-la en ayant l'esprit critique de se dire, bon, le gars, il veut vraiment démonter le produit. Mais en vrai, la vidéo est intéressante à regarder. Vraiment intéressante à regarder. Et l'autre chinois, c'est Mavic, DJI, avec le Mavic 4 Pro. Et là aussi, on est sur un produit... Alors, là, il n'y a pas un an, hein, puisque le Mavic 3, je crois, daté de 2021, mais eux aussi, quand même, il y a eu beaucoup de versions. Il y a eu le Mavic 3 classique, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, ouais. Mavic 3 normal, Mavic 3 classique, et après, il y a eu le Mavic 3 Pro. Ouais, Mavic 3 Pro, c'est avril 2023. Donc 2 ans. Avril 2023 ? Ouais. Ah ouais, c'est pas si vieux, alors. Ah oui, 2 ans, quand même. 2 ans, ouais. Donc, ils arrivent avec le Mavic 4, c'est le drone principal de chez DJI, c'est le drone le plus important, c'est le seul drone au monde qui vous offre 3 focales différentes quand vous êtes dans les airs, une autonomie incroyable, c'est un drone incroyable, c'est simple. Et donc, effectivement, bon, on a tous fait des vidéos là-dessus, donc allez voir les vidéos, mais ils ont tout amélioré globalement, tout est mieux. Mais il n'y a pas non plus de révolution, et quand j'entends parler d'une révolution, le Mavic 3 Pro, à l'époque, on était passé de 2 caméras à 3 caméras. Game changer. La révolution, c'est plutôt sur la télécommande. La révolution, oui, effectivement, c'est peut-être la télécommande, effectivement. Mais une télécommande qui vaut 1 000 € et qui est pas à la portée de tout le monde. Mais c'est vrai que cette télécommande-là est particulièrement intéressante. Mais pour le reste, c'est vrai que tout a été évolué. Mais je regardais le contenu fait par Stéphane, là, Couchou. Et c'est vrai que, bon, il le dit dans ses lives... quelqu'un qui a un Mavic 3 Pro, c'est vrai que est-ce que réellement il va avoir une différence ? Ça va pas être le jour et la nuit entre les deux. Tout va être amélioré, tout va être un peu mieux, mais il y a rien qu'on pouvait pas faire du tout sur le Mavic 3 Pro qu'on peut faire aujourd'hui. Sur la basse lumière, par exemple, toi, ton avis ? Il y a vraiment une évolution ? Sur la basse lumière, oui, il y a une évolution. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu fais un peu de réduction de bruit et compagnie, franchement, l'ancien, il était très bon. Il était vraiment très très bon. L'autonomie, par contre, c'est 51 minutes effectives. Ouais, mais tu prends 5 minutes, quoi. En gros, avec l'autre, t'avais 35 minutes. Ouais. Là, t'as 40, allez, même 45. 45. Ça change pas la vie, en fait. Tu volais pendant 35 minutes, déjà. Ouais. Le seul truc qu'il a réellement en plus, c'est ce gimbal qui permet de faire tourner les images. Qui, vous voyez, ça fait des plans des comme rolls, ça. Ouais. Où là, clairement, et le fait aussi de pouvoir incliner la caméra vers le haut, ça permet de faire des plans qui sont légèrement différents de ce qu'on pouvait faire avant. On a aussi la possibilité de le tourner en vertical, mais on est un peu limité sur l'angle. Donc, c'est un produit qui est très bon, mais qui arrive pas avec une énorme révolution. Il commence déjà à y avoir des rumeurs de Mavic 5 Pro, j'ai vu. Toujours le même, Ozil Talvé, là, qui parle que maintenant, dans le 5, il pourrait mettre 4 caméras. Mais c'est vrai que quelqu'un qui avait un Mavic 3 Pro, est-ce qu'il doit changer ? Si vous avez les moyens, évidemment, tout a été amélioré. En parlant de ça, justement, on est souvent très critique quand il y a des nouveaux produits qui sortent, ou parfois on leur tape dessus sur les prix, etc. Moi, je trouve là, alors soit je me trompe, mais le Mavic 4 Pro, il sort au même prix que valait un Mavic 3 il y a 2 ans, en fait. Donc le gars qui a un Mavic 3 qu'il a acheté il y a 2 ans, il refait un investissement de la même valeur que celle qu'il avait fait il y a 2 ans, avec quand même des évolutions, certes pas révolutionnaires, mais intéressantes. Ils auraient pu, et ils l'ont pas fait, augmenter le prix de 200, 300 €. Je trouve que de ce côté-là, moi je trouve le positionnement est intéressant. Ouais, le prix est intéressant. Après, je pense que c'est comme pour toutes les technologies, et c'est pareil. Tu parlais des iPhones. Si on veut un réel gap, il faut passer de 2 générations, de 3 générations. Là, vous allez avoir un gap qui est monstrueux. Mais c'est vrai qu'entre 2 générations, entre l'iPhone 15 et l'iPhone 16, il n'y a pas une révolution entre les deux. Si vous êtes passé de l'iPhone 13 à l'iPhone 16, là oui, vous commencez à avoir un gros gap, quoi. Et là, c'est à peu près la même chose. On arrive sur tous les produits à une certaine maturité, je pense, quand même. Ouais, après, il n'y a pas que le renouvellement du produit
antérieurs en génération. Il y a aussi les gens qui ont commencé peut-être avec un Mini 3, Mini 4, R3S, qui veulent aller plus loin. Ils ont commencé avec quelque chose de plus abordable, maniable pour démarrer, et maintenant ils veulent passer à l'étape supérieure. Il est à un prix qui est au même prix que l'ancien, avec des évolutions. Et d'ailleurs, je sais pas si on en parlera après, mais le lancement du produit en termes de vente, je parle pareil à notre niveau, et on est loin d'être les plus grands spécialistes du drone. Il y a d'autres acteurs à plus j'ai envie de dire installés dans le milieu du drone. En tout cas, nous à notre niveau, le lancement est excellent. Je m'attendais pas à un engouement en termes de commandes de vente aussi important à 3 jours 3 jours post annonce, quoi. Ouais, c'est un produit qui est fort, hein. Ouais. Il a atteint un certain niveau de maturité. Là, la qualité, elle est incroyable. Ils sont sans concurrence, surtout. Je veux dire, ce niveau de qualité-là, il y a personne d'autre sur le marché qui arrive à l'objet, quand tu l'as en main, il est extrêmement bien construit. Le sens du détail, là, c'est un super produit, quoi. Ouais, j'avais un copain sur un salon, réservé aux drones, qui me disait qu'il était là sur le salon au moment où ça a été annoncé, et t'as tout le salon qui commençait à sortir la carte bleue et qui est allé le commander. Vous voyez qu'il se passait un truc à 14h au moment de l'annonce. Donc, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Les rumeurs ont parlé de report, et surtout, il y avait quand même une grosse nouveauté qui a été annoncée qui n'est pas là. C'est, a priori, une des grosses nouveautés que devait apporter ce drone-là, c'était un filtre ND variable. On sait que c'est pas facile pour les vidéastes de gérer ces filtres ND. On est obligé de faire atterrir le drone, on change le filtre ND. Une fois qu'on est en vol, on est condamné avec le filtre ND qu'on a choisi. Franchement, c'est pas facile. D'autant que sur les 2 téléobjectifs, on a des ouvertures qui sont fixes. Donc on peut pas jouer avec l'ouverture. Bref, c'est pas facile. Et clairement, sur les rumeurs, il y avait un filtre ND variable qu'on a vu et revu dans tous les sens. Donc ce filtre ND variable, il existait puisque on en trouve des vidéos un peu partout. Mais d'après les rumeurs, il a été annulé là dans le courant du mois d'avril. Alors reporté, annulé, évidemment, il n'y a pas de déclaration de DJI puisque ce filtre-là n'existe pas. N'empêche que j'ai même vu une vidéo d'un créateur, je ne citerai pas le nom parce que je veux pas le mettre dans la sauce, qui monte la boîte de son Mavic et c'est inscrit sur la boîte de son Mavic qu'il y a les filtres ND intégrés dedans. Donc ça devait vraiment sortir et au dernier moment ça a été annulé. Donc clairement c'est une des grosses nouveautés qu'on n'a pas. Et forcément, ça manque un peu. On peut imaginer qu'ils vont garder ça pour un Mavic 5 ou pour un Mavic 4 Pro Ciné ou tout ce qu'ils peuvent inventer chez DJI. On imagine bien. L'autre chose qu'ils avaient probablement pas prévu, c'est Trump, puisque ce Mavic 4 Pro n'est pas du tout vendu aux USA. Les USA sont le plus gros marché de DJI dans le monde. Donc, autant dire que quand vous n'avez pas les USA au moment d'un lancement, c'est quand même un peu embêtant. Donc, c'est pas vendu aux USA à cause des tarifs, des fameux frais de douane qui font que je crois que j'ai vu un magasin qui avait décidé d'essayer de le mettre quand même. Le drone, il sort à $7,000, un truc comme ça. Donc voilà, à ce prix-là, ce que dit DJI aux USA, c'est aller au Mexique pour l'acheter. Soit vous allez au Mexique si vous êtes dans le sud, soit vous allez au Canada si vous êtes dans le nord. Mais DJI dit clairement, allez dans le pays voisin, puisque chez vous, tant que ce problème-là n'est pas résolu, on peut plus vendre nos produits. Ouais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais je voyais ça. Tu vois, j'avais pas fait le lien, mais pas sur le Mavic, mais sur l'Osmo Pocket 3. J'étais sur le site de B&H hier et ils le vendent beaucoup plus cher. L'Osmo Pocket 3, il est en créateur combo là où en France elle vaut 679 €. Elle est à $979 aux États-Unis. Ouais, les frais de douane. Ouais. Et pour après, le coup, sur un produit qui est déjà existant. Là, on parle d'un lancement, donc ok. Mais le Osmo Pocket 3, c'est un produit qui existe depuis 1 an, quoi, déjà. Ouais, parce que ce qu'il faut expliquer, on en parlera tout à l'heure au moment des résultats, mais les constructeurs ont fait des stocks aux USA. C'est-à-dire que ces Pocket 3, peut-être qu'elles sont arrivées un peu avant, il s'est passé des choses. Les constructeurs ont pu essayer de prévoir les stocks et de se dire, allez, j'ai 3 mois de stock déjà sur le territoire, j'ai 3 mois pour que cette situation se règle. Mais sur un nouveau produit, tu peux pas faire ça. Ouais, sur un nouveau produit, t'es condamné, quoi. Tu peux pas le sortir. Et en plus de ça, ce Mavic 4 Pro, évidemment, il se confronte à la législation européenne. Donc Studio Sport a fait un article qui est plutôt bien pour rappeler un peu qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Bon, de manière générale, c'est vrai que si vous n'avez pas prévu de voler en plein milieu d'une agglomération, c'est assez facile de pouvoir voler même avec un drone aussi gros que le Mavic 4 Pro,
Il suffit de faire un petit QCM en ligne. Il y a vraiment 2-3 démarches, mais très simples à faire pour être dans les clous. Après, c'est sûr que si vous avez prévu de voler en agglomération, les affaires se corsent. C'était le thème du dernier podcast qu'on a fait avec Alexis. Alexis, ouais. Monsieur, je sais tout. Bref, le Mavic 4 Pro, c'est le meilleur drone aujourd'hui disponible sur le marché. C'est indéniable que tout a évolué. Et clairement, je pense que c'est un drone qui, pour les 3-4 années à venir, va pas avoir il y aura pas mieux, en fait. C'est le meilleur drone pour les 3-4 années à venir. Très concrètement. Et donc, je suis allé à Lisbonne avec toute l'équipe pour vivre le blackout, pour découvrir un produit que personne n'attendait. Nommé S1 II. C'est vrai qu'à la base, quand on pense S1 II, on pense produit un peu milieu de gamme. Aussi avec un usage qui est aussi bien photo que vidéo. Et j'avoue que ce produit-là, d'abord, il y a eu la découverte. Puis après, il y a eu le fait de le tester et de l'utiliser, de le comparer avec d'autres produits. Et la dernière étape, ça a été de voir les vidéos un peu de tous les créateurs. Et il s'est passé un truc, je pense, avec ce produit-là. C'est-à-dire que réellement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de vidéos qui disent autant de choses dithyrambiques. Gérald Dundon parle de masterpiece, de chef-d'œuvre, quoi. En gros, de la meilleure caméra grand public qu'il ait jamais testée. Et là, pour le coup, Gérald Dundon, il y en a, on peut dire, ils disent ça à tous les produits. Là, il a démonté il y a 2 mois le S1R2 qu'ils ont sorti là en début d'année. Il a un historique assez compliqué avec Pana où il démonte un produit sur 2. Donc, c'est intéressant que là, de voir qu'il parle de chef-d'œuvre. Et en fait, voilà, c'est vrai que cette caméra, alors en photo, elle a des atouts, avec une rafale à 70 images par seconde. Et je dois dire que je regardais la vidéo hier de Manny Ortiz qui est allé faire du baseball et qui montre un peu le batteur qui renvoie la balle et décomposé avec 70 images par seconde. C'est vrai que ça donne quand même quelque chose qui est sympa. On sent que l'autofocus, ça y est, maintenant, on commence à avoir quelque chose qui est très, très utilisable. Et je dis pas que c'est au niveau d'un Nikon, tu vois, pour moi, c'est bon. Nikon est inférieur pour moi à Canon et à Sony qui sont en haut. Nikon est un challenger et c'est légèrement en dessous de Nikon. Mais c'est à un niveau qu'on n'a jamais vu Panasonic et c'est bien au-dessus, par exemple, de ce qui est capable de faire Fujifilm aujourd'hui. Et t'as vraiment grosse diff par rapport au S5 II en AF, je parle. Ouais, vraiment grosse différence. Ouais, il y a une grosse diff. Et surtout l'ergonomie du boîtier, il est tellement agréable à utiliser, ce boîtier. C'est le S1R2 quoi. C'est la même chose. Ouais. C'est le même boîtier. Donc on a un capteur qui est rapide puisqu'on a du partiellement empilé qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant sur le Z6 III. Et surtout, on a de la dynamique, c'est-à-dire qu'on est sur une des plus grosses dynamiques qu'on ait vues sur sur tous les boîtiers. Et on a de l'open gate en 60 fps pour la première fois. Ça aussi, sur le marché, ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut à la fois filmer en portrait et en paysage, mais en tournée en 60 fps, jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. C'est le premier à le faire. Alors après, tu as tous les avantages Lumix qu'on connaît bien, mais j'avoue que là, ça fait comme beaucoup d'arguments qui sont dans ce produit-là et qui font que c'est indéniable. Les vidéos sont dithyrambiques sur ce produit-là. Donc, c'est cool parce que ça va faire évoluer le marché, ça fait de la concurrence à tous les autres produits. C'est un produit qui est bien né, très clairement. Et ils sortent une belle optique avec aussi. Ouais. Le 24-60, il est hyper intéressant. Ouais. Parce qu'on retrouve l'amplitude d'un 24-110, mais dans un format qui est hyper agréable. On n'a pas le gros bousin du 24-110 qu'on a aujourd'hui de partout. Là, on a vraiment quelque chose de compact, de léger et à un prix hyper intéressant parce que ça sort à 1 000 €. Un 24-70 chez Canon, chez Nikon, chez Sony. C'est plutôt 2005 quoi. Là, on est quand même hyper bien placé pour au final un 24-60. Donc vraiment, moi j'ai trouvé cette optique hyper maline et qui s'imbrique super bien avec ce boîtier. Et justement, qu'est-ce que tu penses du prix du boîtier du S1 II qui arrive à 3005 du coup? Ouais, j'ai eu deux phases honnêtement. J'ai eu la première phase. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Et puis nous, pour le coup, on n'a pas les produits en avance comme vous, créateurs, pour le tester réellement. On va avoir le produit peut-être une demi-journée pour rapidement le tester, faire un petit contenu, etc. Mais vous l'avez eu à Lisbonne, vous l'avez eu après, etc. Donc, je me fie beaucoup à vos retours d'expérience et du coup à toutes les vidéos des créateurs qu'on voit. Et c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Première lecture, ça a été, ok, la fiche de spec est bonne. Je trouve que c'est un peu cher. Je trouve que c'est un peu cher parce que moi, j'ai fait le parallèle, immédiat
de le mettre en face du Z6 III, qui est sorti. Et quand il est sorti, je me souviens, on avait dit c'est cher. Il est sorti à 2999. Il a été repositionné à 2799. Et là, il est en période de promo pour l'été, où aujourd'hui, il sera, allez, grosso modo, 2005. Donc, on a quasiment 1000 euros d'écart entre les deux. Donc après, j'avais pas de doute sur le fait que la clientèle Lumix, bon, qui avait eu d'autres boîtiers par le passé, les S1, les S1H éventuellement, S5, S5 II, ils seraient intéressés par le produit. Mais j'avais cette frustration de bon, ils vont pas aller s'adresser quand même là à quelqu'un qui est en Canon, Nikon ou en Sony. Est-ce qu'ils vont réussir à aller le titiller? Et moi, je trouvais qu'à ce prix-là, ça me paraissait compliqué. Après, en voyant pour le coup tous les retours terrain des créateurs, j'ai quand même, alors je trouve que ça reste quand même un peu cher. Ça, j'ai pas changé mon fusil d'épaule, mais d'après les retours, le S1 II a l'air en vidéo d'être aujourd'hui, quand on voit la vidéo de Gerald Dundon, quand on voit les commentaires, etc. Ça a l'air d'être quelque chose de très très puissant. Donc après là pour le coup, je me fie plus à toi par rapport au terrain, mais et du coup je te retourne la question. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, comme toi, au début, ouais, okay. Et moi je l'ai dit sur place, c'est la première chose que je leur ai dit, c'est 700 € trop cher. J'ai même vu que David en avait fait un titre pour sa vidéo et une miniature. C'était vraiment le tout de suite ce que j'ai poussé lorsqu'on était à Lisbonne. Mais c'est vrai que en découvrant le boîtier, en fait, moi je suis convaincu qu'ils ont fait une erreur marketing, mais après qui je suis encore une fois pour dire ça, tu vois. Sur le nom du produit? Ouais, pour moi, le nom du produit, il est claqué. C'est-à-dire que un S1 II, c'est quelque chose de standard. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelque chose qui est là pour un usage photo, pour un usage vidéo. C'est ce qu'ils ont appelé pour moi le S1 IIe, dont on n'a pas parlé ici, c'est vrai. mais qu'ils ont sorti en même temps, qui est quelque chose de basique, qui va vous offrir une très bonne ergonomie, mais avec des performances qui sont standards. Et j'avoue que là, en plus, ils font passer le message qu'il y aura pas de S1 II. De S1H2. Ils font passer ce message-là que le SA... Bon, moi, j'arrive pas à le dire. Mais attends, ils font passer ce message. Ah, ok. Alors là, pour le coup, on le parle en live. Il est pas prêt. C'est explicite? C'est ce qu'ils ont dit? Ah oui, moi, j'ai demandé 3 fois l'information. D'accord, ok. Le message, c'est même beaucoup plus explicite. Il n'est même pas en développement. Il est au stade, au jour où on en parle, il est en cours d'étude. Donc, ils sont en train de faire le cahier des charges de ce qu'ils pourraient faire. Ah ouais, ok. Donc lui, il est là pour s'installer un petit moment. Ouais, quand on entend ça, ça veut dire que le produit, normalement, il est pas là avant 1, 2, 3 ans, quoi. Ouais. Ou alors, ils nous ont menti. Mais clairement, il y avait ce message-là qui est assez rare d'un constructeur, qui véhicule une volonté que le produit, il se vende parce que les autres, sinon, tout le monde va attendre le suivant, en fait. Donc là, ils disent non, il n'y a pas de suivant. Mais c'est vrai que là, ce produit-là, il se serait appelé S1H2 sans rien toucher au spec. On trouvait le prix plutôt abordable, en fait. Parce qu'on comparait à d'autres produits. Ouais, ou sans l'appeler S1H2, parce que même si aujourd'hui il est pas né de ce qu'ils disent, il est quand même dans un coin de leur tête. Il va exister un jour. Donc du coup, s'il va exister un jour, ils auraient pas pu l'appeler comme ça. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand t'entends S1 II, bon, le S1 avait été, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'un des premiers boîtiers plein format. Enfin, c'est le premier boîtier plein format Lumix. S1. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Donc, ça n'avait pas été un succès non plus retentissant. Le boîtier était un peu gros, etc. Donc là, en fait, quand t'entends S1 II, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu dis bon, ok, c'est une évolution. Il faut vraiment creuser pour comprendre qu'effectivement le produit, il en a dans le ventre quand même. Et est-ce qu'ils auraient peut-être pas dû, et je reprends ton terme, on n'est personne pour juger des décisions marketing de boîtes de ce type-là, mais est-ce qu'ils auraient pas pu peut-être trouver un nouveau nom qui du coup aurait plus résonné dans la tête des gens comme intéressez-vous au produit parce que c'est une vraie nouveauté, quoi. C'est un vrai truc nouveau. Ça, je suis d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que de base, quand on lit un peu vite, on le trouve cher. Ouais. Quand on s'y attarde un peu plus, on se dit il a quand même des arguments qui font que c'est cher à ce point-là. Ah ouais, et donc, vraiment intéressant. Regarde, si je peux vous donner un conseil, faites-le. Regardez, enfin si le produit peut vous intéresser, regardez des vidéos, renseignez-vous, parce que moi le premier, au début, et je crois que Damien, tu le disais pareil aussi, on a vraiment fait ce raccourci. On a fait, on a lu rapidement les specs, 3005, trop cher. Et c'est en rentrant après dedans, pour le coup en le testant, mais ça moi j'ai pas encore pu le faire, que là tu comprends vraiment que le produit il en a dans le bide, quoi. Ouais.
Et j'ai vu des vidéos, là, j'en regardé une ce matin, d'un créateur qui le comparait à la Sony FX3 et qui passe de la Sony FX3 au Lumix S1 II après, justement, avoir fait sa vidéo. Et où il dit, finalement, moi, avec ce Lumix S1 II, j'ai la même qualité à 12800 ISO, on a à peu près le même niveau de bruit, mais j'ai plus de dynamique et j'ai surtout une tonne d'options supplémentaires de résolution, de codec, d'anamorphique, de stabilisation que j'avais pas sur ma FX3. Et c'est incroyable, je trouve, de voir des mecs. Enfin, pour moi, la FX3, c'est le Graal, en fait. C'est le boîtier vidéo des 3 dernières années. C'est un monstre. C'est vraiment le boîtier le plus utilisé. Et voir comment c'est des gens qui disent, je suis capable de lâcher ma FX3 pour ce S1 II. Je trouve que c'est fort. C'est révélateur d'un truc, quoi. Ouais, et puis ça se ressent. Alors en France, en tout cas, pareil là, à notre niveau, encore, voilà, le lancement est bon, mais sans être un raz-de-marée non plus. Par contre, j'ai des échos qu'aux États-Unis, c'est effectivement très 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 fort. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu un produit surperformé comme ça au lancement. Et je pense que là, on tient un produit qui va s'installer dans la durée et qui va vraiment être une vraie solution, comme un A7 IV l'a pu être, comme un R6 Mark II peut l'être aussi. Voilà, je pense on tient un truc dont on entendra parler. Allez, voilà pour ce tour des nouveautés sur ces produits-là. On va passer à de l'actu moins matos. La première, c'est une actu qui est passée et c'est rigolo parce que à la base, la première fois que je l'ai lu, c'était pas tout à fait sous ces termes-là que l'article était rédigé et ça vous avait fait beaucoup réagir. L'article disait en gros, Sony se désintéresse des capteurs et veut vendre toute sa filiale qui crée les capteurs. Dans les faits, après avoir lu des articles sérieux de chez Bloomberg ou de chez Reuters, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Sony voudrait rendre indépendante toute sa division qui crée les capteurs, que cette entreprise de semi-conducteurs-là fasse soit une entreprise, propre entreprise, quoi, et que cette entreprise-là puisse être cotée à la bourse. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il y ait Sony d'un côté et qu'il y ait un autre nom, Semiconductor Solution, je sais pas quoi, de l'autre. Rien dit que ils resteraient pas fortement liés et que ça va changer réellement la donne entre les deux. Bon, j'en sais rien. Le prix aussi qui était cité dans les premiers articles n'apparaît plus, puisque je crois qu'on parlait d'un prix de 80 milliards ou quelque chose comme ça. Ça a un peu disparu de tous ces articles-là. Bon, voilà. Sony, en tout cas, le porte-parole de Sony a dit que l'article était basé sur des spéculations et qu'il n'existe aucun plan spécifique pour faire ça. Dans tous les cas, ouais, c'est vrai que quand on a lu ça, ça a fait un petit truc au cœur. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe chez Sony, ils vendent leurs capteurs? Bon, ça a pas l'air d'être le cas quand même. Et puis on continue sur Sony, puis on parlait tout à l'heure de la FX3, qui, comme tu le disais, était pour moi le Graal des filmmakers. C'est vraiment la caméra run and gun par définition. Elle a eu une petite mise à jour cette semaine avec une FX3A. Alors voilà, nous au début on nous a dit il y a quelque chose qui se passe sur la FX3, on s'attendait à une FX3 Mark II, c'est pas du tout le cas. La FX3A, c'est un peu la même chose qui s'était passé à l'époque sur l'Alpha 7R4, où ils avaient sorti l'Alpha 7R4A, où en gros, de ce que je sais, certains composants ne sont plus disponibles, notamment des composants autour de l'écran et autour d'autres parties du boîtier. Donc du coup, ils sont obligés de modifier l'écran. Et vu qu'ils modifient une partie du produit, je crois qu'il y a différents niveaux, mais quand tu touches à l'écran, en fait, tu es obligé de déclarer une nouvelle caméra, de changer la référence, de changer tout ce qui va avec le AN, etc. Et ils sortent une FX3 qui est ni plus ni moins une FX3, sans aucune différence, au même prix, avec les mêmes promotions en cours d'ailleurs sur la FX3. Pour vous donner une idée, pour nous, revendeurs, un exemple très concret, si par exemple j'avais en attente et en commande 10 FX3, en fait purement et simplement, eux ils en ont plus et ils vont me livrer des FX3A à la place. Donc niveau positionnement prix, etc., ça ne change pas. Ce qui a été changé, c'est l'écran qui a du coup, je crois, 2 millions de pixels alors qu'il en avait 1,4 sur la FX3 première version. Ils ont changé également, je crois, il y a plus de chargeur. On n'a plus de chargeur externe comme on l'a sur certains boîtiers, mais on va avoir un chargeur plutôt USB. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, c'est sur le chargeur, je crois qu'ils ont été plus généreux que ça sur le chargeur. Je crois qu'ils ont mis le chargeur du A1 Mark II, c'est le chargeur double. Ah, le double, oui, c'est un double mais USB. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est plus un chargeur secteur, c'est un chargeur USB mais double, effectivement.
Donc voilà, petite. Bon, c'est pas une nouveauté, quoi. C'est un truc technique. Hein. Exactement. Après, voilà, on n'est pas aux États-Unis, donc on va pas faire tout un podcast sur ça. Mais de manière générale, Sigma, Canon, Sony, Fuji, Leica, Blackmagic ont annoncé qu'ils augmentaient massivement tous les tarifs de tous les produits actuellement en vente aux États-Unis. En fait, c'est assez simple ce qui se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et Canon nous le dira tout à l'heure sur les résultats. Ils avaient fait un stock de 1-2 mois, et ces stocks-là, ils commencent à s'épuiser. Donc à partir du moment où ces stocks-là sont maintenant vendus et que les droits de douane restent tels quels, ils sont obligés d'appliquer les droits de douane puisque les produits qui rentrent sur le territoire sont taxés. Ouais. Donc voilà, et Sigma est le dernier là. À partir du 2 juin, je crois qu'ils augmentent de 20% les. Bon, je vais pas regarder dans le détail parce qu'encore une fois, je suis pas aux États-Unis moi. Mais voilà, sachez que ça augmente. L'impact que ça aura chez nous, c'est peut-être, on en avait parlé la dernière fois aussi, c'est peut-être que du coup, comme tu le dis, le marché américain, j'ai pas les proportions, mais c'est un marché énorme. Ça doit être peut-être 30% ou 25%, voire peut-être même plus du marché mondial. Si du coup ils augmentent les prix pour les Américains, que ça freine la consommation et donc que le marché américain fait moins de volume, ça va s'impacter sur le résultat et sur les projections des marques qui vont. Alors il y a deux effets, soit avoir plus de stocks disponibles pour les autres, donc on aura peut-être la chance d'avoir plus de produits en allocation, mais par contre ça pourrait aussi à un moment donné, si à un moment donné tu as ton marché qui fait 25% qui s'écroule de 20 ou 30%, tu as un manque à gagner qui est important, qui peut-être va être récupéré par des augmentations de prix pour le coup dans les autres pays du monde pour compenser la perte qui a lieu aux États-Unis. J'ai zéro info, mais voilà, je me dis c'est un risque en tout cas. Ouais, d'ailleurs Canon qui a publié son rapport financier là du premier trimestre 2025 en parle. Donc bon, tout va bien pour Canon. Hein. Déjà, augmentation du chiffre d'affaires de la division imagerie de 20%, augmentation du résultat de 116%. Bon voilà, tout va bien pour Canon. Tous les voyants sont ouverts. C'est pour ça que j'attends pas l'ouverture de la monture dans les 2 jours là. J'ai l'impression que quand je vois tous les résultats de Canon et les tarifs qu'ils arrivent à maintenir et à vendre quand même. Franchement, je vois pas pourquoi ils ouvriraient la monture. Ils sont en train de se régaler financièrement parlant en termes de business. Ils sont en train de se régaler. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi ils ouvriraient. Et là, ils le disent dans leurs résultats. Le Canon R5 Mark II est un énorme succès, avec des ventes qui sont solides sur un produit qui est cher et donc avec une grosse marge en fait. Et parmi les questions sur lesquelles il y a eu un commentaire justement, tu vois, ils parlent de ça. Ils parlent du fait que certes, ils pourront pas vendre de produits aux États-Unis, mais qu'en fait, c'est pas un problème parce que Canon estime pouvoir rediriger les produits en rupture de stock, comme les appareils photo, vers d'autres régions si les expéditions aux États-Unis sont affectées, minimisant ainsi la perte globale des ventes. Ils peuvent pas le vendre d'un côté, ils vont essayer de le vendre ailleurs. Voilà. Bon, écoutez. On verra bien, mais en tout cas, ils disent la filiale de vente américaine détient 1 à 2 mois de stock, ce qui avait été pris en compte dans la projection des coûts tarifaires. Donc, bon, ils s'étaient organisés, c'est des grosses boîtes. Et Canon dit qu'en termes de paysage concurrentiel, aujourd'hui, c'est surtout Sony et Nikon qui considèrent comme des concurrents importants sur le marché des appareils photo sans miroir. Voilà, donc tout va bien pour Canon. Chez Pana, tout va bien, parce que il faut le dire aussi, dans les résultats qu'ils ont publiés, il est signalé, c'est écrit noir sur blanc, que notamment tout ce qui est division appareil photo, les ventes sont en croissance. Donc ça va plutôt bien chez Pana. Pour autant, ils ont été obligés d'annoncer un plan de suppression de 10 000 emplois dans le monde, dont la moitié qui est au Japon et l'autre moitié qui est dans les autres pays. Alors, Pana, c'est un monstre. Hein. Je sais pas si... Ouais, je sais pas si tout le monde se rend compte, hein. Mais Pana, moi je pense appareil photo, objectif, tout ça. Mais télé, tu penses télé aussi un peu. Télé, tu vois. Ouais. Mais Pana, c'est 228 000 salariés dans le monde, 228 000. Et ils font tout, hein. Ils font des cuiseurs à riz. Hein. Tu vois, ils font des appareils électroménagers, ils font des machines à laver, ils font des frigos, ils font des téléphones. Ils sont dans l'automobile aussi. Ouais, ils sont dans l'automobile. Moi, je savais pas. On l'apprend dans cet article-là. C'est eux qui fournissent les batteries
de Tesla. Donc toutes les batteries Tesla, c'est Panasonic qui les produit. Donc bon, c'est un géant. Ils décident de... Et je crois ils ont aussi, une très grosse activité dans le milieu de l'énergie où c'est un gros fabricant de pompes à chaleur. Panasonic également, gros fabricant de pompes à chaleur. Donc 10 000 emplois sur 228 000, c'est évidemment significatif, mais voilà, le groupe est pas en crise. En termes de résultats, le chiffre d'affaires a reculé sur un an de 0,5%. Donc voilà, c'est pas l'effondrement. Le bénéfice, oui, a reculé un peu plus, de 17,5%. Donc évidemment, comme toutes les grosses boîtes, il faut prendre des actions pour pas que ça perdure. Et c'est plutôt sain, je trouve. Tu vois, Panasonic dit il faut rester compétitif. On n'a pas d'autre choix que d'optimiser nos effectifs. Mais de manière générale, c'est pas la crise chez Panasonic. Ouais, effectivement, quand faut le mettre en parallèle. Alors quand on lit l'article, le titre va supprimer 10 000 emplois, on se dit c'est la catastrophe. Après, quand tu le mets en parallèle avec le nombre d'employés, alors 10 000 emplois, de toute façon, quelqu'un qui licencie, c'est que forcément, bon, il y a quand même des raisons, mais 10 000 emplois sur 228 000 au global, voilà, faut le mettre aussi en parallèle, quoi. Et chez Fuji, c'est pareil, hein, ils font la fête chez Fuji. Hein, c'est cotillon, paillettes, champagne. Champagne. Ah, ils sont forts. Franchement, moi, je les trouve très très forts ces derniers temps. Très très forts. Ouais. Donc voilà, forte vente de tout ce qui est appareil photo et notamment de tout ce qui est Instax. Hein. Ils ont vraiment un chiffre d'affaires qui a avec une croissance de 14% sur un an et un résultat d'exploitation multiplié par 1,9 sur une année. C'est énorme. 2 fois plus de bénéfices quasiment. Donc ils ont des marges très importantes. Il y a une augmentation constante de tout ce qui est appareil photo Instax, qui évidemment contribue au chiffre d'affaires, mais pas que. Ils disent que dans toute la catégorie imagerie professionnelle, l'année dernière, ils ont fait que des succès. Le X106, le GFX 100S2, le XT50 et le XM5, c'est que des succès. Donc, tout va bien. Hein. Tous les voyants sont ouverts. Voilà, je pense que chez Fuji, ils sont malins. Ils essayent pas de faire la même compétition que les autres. Ils essayent d'avoir des produits différents, des positionnements différents. Et je pense que ils vont continuer parce que quand il y a des stratégies aussi bonnes qu'ils ont et qu'en face, il y a des résultats, quand tu arrives à doubler ton résultat d'exploitation d'une année sur l'autre, forcément, ça te donne beaucoup plus de fonds propres pour aller encore accentuer la recherche, le développement, sortir des nouveaux produits, aller potentiellement sur des marchés où ils sont pas. Moi, je pense que Fuji, dans les 5 ans, va devenir un vrai. Est-ce que ça va être un challenger direct? Peut-être pas, parce qu'ils vont peut-être continuer à faire toujours des choses différentes, mais on va voir de plus en plus arriver des innovations chez Fuji. J'en suis convaincu, moi. Ouais, ils prennent un positionnement qui est super intéressant. Et donc, Tamron aussi a fait parler de lui. Et je sais pas ce que t'en penses, moi. On parle beaucoup de Viltrox, là. Je suis surpris de la cadence et de la qualité des objectifs que Viltrox annonce. On a vu que Sigma a fait des trucs intéressants et on va en reparler là juste après. J'ai l'impression que Tamron, c'est un peu sur le déclin. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre beaucoup moins parler d'eux qu'avant. Oui, c'est sûr. Alors, après, dans les ventes, leurs produits en place sont toujours aussi qualitatifs et plaisent toujours autant. Je pense au 28-115, au 35-150, au 70-180 et j'en oublie. En Fuji aussi, ça marche plutôt bien. Après, ce qui est sûr, c'est que oui, on en entend moins parler. Cette année, voilà, on est au mois de mai. Il n'y a pas eu d'annonce Tamron pour le moment. Je crois, pareil, hein, je veux toujours pas dire de bêtises, mais si ma mémoire est bonne, est-ce que le dernier produit annoncé, c'est pas le 90 macro l'année dernière? C'est ça, hein? Parce que je me souviens, on était à la IPLN party. Ouais, on était à la IPLN party, on l'avait, le produit. Et je me rappelle même dans le contenu qu'on sort où on a fait la boîte, là, le jeu de la boîte, on m'avait fait découvrir le 90 macro et je dis justement, c'est le produit Tamron qui va sortir. Et je crois qu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis. Donc c'est vrai, ça va faire, ça fait 8-9 mois quand même. Donc je sais pas, là, ils prévoient de lancer 6 optiques cette année et 10 en 2026. Donc peut-être qu'ils ont ralenti la cadence pour revenir très fort, ce que je souhaite. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ces derniers mois, on en entend beaucoup moins parler. Ouais, et effectivement, du coup, ils se retrouvent obligés de commenter sur le nombre d'objectifs qu'ils ont prévu de sortir, en fait, parce que effectivement,
les gens voient bien qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Et l'article de Petapixel est quand même un peu critique parce que dans le nombre d'objectifs quand ils disent 6 nouveaux objectifs, c'est décliné, enfin monture. Ouais, c'est des déclinaisons ouais, okay. de monture Okay. Typiquement, tu vois là, ils prennent le 18-300 qui est un objectif qui vont sortir en Nikon et en Canon. Donc ils sortent et Tamron comptabilise comme deux nouveaux modèles dans son rapport financier. Ouais. Et il dit, étant donné que cet objectif est sorti en 2021, le qualifier de nouveau modèle est sans doute un peu exagéré. Ah ouais, complètement même. C'est pas du tout. Ouais. Donc, c'est là où tu te dis, quand on en est à jouer sur les mots, à compter un peu comme ça nous arrange, c'est que c'est un peu délicat, je trouve. Et encore une fois, c'est pas la qualité optique qui est à remettre en question. C'est que des super objectifs. C'est juste que ça sort un peu moins qu'avant. Et chez Nikon, eux aussi, ils ont profité d'une interview pour dire qu'ils avaient pour objectif d'arriver à 50 objectifs Nikon Z d'ici la fin du prochain exercice. Donc évidemment, c'est pas tout de suite, puisque en gros, c'est d'ici le 31 mars 2026, Nikon veut ajouter 4 nouveaux objectifs à leur line-up pour arriver à 50 objectifs. Donc forcément, il y a des spéculations sur quels objectifs ils pourraient ajouter. En tout cas, Petapixel dit que ce qui manque surtout, c'est des ultra grands angles lumineux. C'est des optiques, par exemple, comme un 20 comme un 14 mm 1.4 ou un 16 mm, un 24 mm 1.4, c'est pour compléter leur nouvelle gamme de 1.4 là, à tarif. Et après, des objectifs spéciaux, type fisheye ou tilt shift. C'est aujourd'hui ce qui manque un peu à la gamme. Ou alors des power zoom, des optiques vidéo. Voilà. Moi, je vois plus, je les vois plus aller effectivement sur, ils feront plusieurs choses, mais sur les optiques type le 28-135, quoi. En power zoom. Ouais. Et pour quand même dire un mot de Sony, alors j'ai pas vu les résultats de Sony passer, donc peut-être que ça sera au prochain podcast. Je voulais juste, parce que quand même on leur a suffisamment tiré dessus en disant qu'ils faisaient jamais de mise à jour, juste pour dire, ils ont fait quand même de nombreuses mises à jour sur tous les produits là dernièrement. Et là, la 7S3 en l'occurrence vient d'avoir une mise à jour, c'est un produit qui est ancien maintenant, la 7S3. Il vient d'avoir une mise à jour qui le remet à niveau d'une FX3 avec des modes qui sont intéressants. Je vais pas les lister tous là, mais c'est vraiment des mises à jour que Sony nous avait pas habitués à faire et que là on a vraiment l'impression qu'ils ont actionné un truc il y a quelques temps et que là ils sont en train de délivrer des mises à jour importantes sur d'anciens produits. Donc voilà, juste pour signaler que chez Sony on fait des mises à jour maintenant alors que c'est le genre de truc qu'ils faisaient pas à l'époque. Et chez Nikon, vous savez, les propriétaires de Z6 III attendent la dernière version de l'autofocus Nikon qu'ils ont toujours pas alors qu'ils voient les trains passer avec le Z5 II notamment qu'il l'a. Nikon a déclaré que d'ici la fin de l'année, il y aurait une mise à jour pour avoir ce mode oiseau. Mais décidément, on a l'impression que c'est difficile, ouais. Parce que la fin de l'année, c'est encore un peu loin. Mais voilà, disons que c'est la première fois que Nikon le dit officiellement que ça va arriver. Et puis oui, dans la lignée de la refonte graphique de Sigma, un petit article de Petapixel qui nous présente les nouvelles boîtes que je trouve superbes. Moi, je trouve la nouvelle identité visuelle de Sigma magnifique, épurée, très classe, avec des belles boîtes en carton, avec dans une notion de durabilité, etc. Mais très 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 jolie. Je trouve que c'est peut-être même les plus belles boîtes de produits dans notre univers. C'est vraiment très beau. Ouais, c'est pas important. Oui, mais franchement, ça fait plaisir d'avoir des produits qui arrivent dans une boîte qui est jolie. Quand on arrive avec, moi j'adore cette boîte bleue là. Je sais pas du tout c'est quel produit qui est dans la boîte bleue. Tu le sais toi? Non. Peut-être que comme c'est une grosse boîte, je sais pas. Ah si on le voit là. Ah si tu le vois là. 50 mm 1.4. Ok. Franchement, ça fait plaisir quand t'arrives avec une boîte comme ça. T'as envie de l'ouvrir, ça donne le sourire. Ça donne le sourire. Je trouve que ça change de la boîte toute blanche ou plastoc. Là, ils sont arrivés à faire passer un style japonais élégant, classieux. Honnêtement, à l'image du président de Sigma. Enfin, tu l'as déjà rencontré aussi. C'est vrai. C'est tout ce qu'il fait, c'est à son image. Quelqu'un de très classe, très précieux, souci du détail. C'est très très beau. Ouais. Bon, ils sont sur une bonne tendance aussi Sigma là. Ils se laissent pas faire. Ils essayent de monter en gamme. Je pense que ça participe à la montée en gamme. Tu vois, Leica le fait. Hein. Leica, quand tu ouvres un Q3, t'as l'expérience de la boîte, tu vois. Là, Sigma est pas dans le prestige et pas dans les prix d'un Leica, mais ça donne un truc en plus que tu n'auras pas sur une autre marque.
Et voilà, ça fait pas mal d'articles quand même. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. On va aller lire quelques commentaires. Sur le répondeur, je vous ai répondu directement parce que c'était pas intéressant de le partager avec tout le monde. Mais j'ai fait des réponses individuelles à chacun d'entre vous. Et donc, j'ai repris ce commentaire parce que il revient beaucoup, notamment par exemple sous le dernier Panasonic. Toujours pas de nouvelles du Sony A7 V. Et je dois dire que il n'y a pas de rumeurs sur Sony Alpha Rumeurs, ça en parle pas. On parle du Canon R6 Mark III, on commence à avoir plein de rumeurs, des trucs, d'autres produits. Sur le A7 V, je suis désolé, j'entends absolument rien. Donc, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est vrai que les mois passent et pour l'instant, on voit rien à l'horizon. Alors, les sites de rumeurs, je sais pas ce que t'en penses, Douglas, disent que, à cause des frais douaniers de ce qui se passe aux États-Unis, les gros constructeurs ont pas envie de faire un lancement majeur en se privant d'une partie importante du marché. Ouais, je sais pas si c'est une raison crédible pour toi. Si, c'est complètement plausible. On en avait parlé quand on avait réagi au projet de Trump il y a quelques épisodes. Effectivement, dans une période entre guillemets un peu instable comme ça, c'est peut-être pas à ces moments-là qu'ils ont envie de faire des très très gros lancements. Donc c'est possible en tout cas. En tout cas, moi je pense que c'est possible. Mais c'est étonnant en effet que il y a rien quoi. Il y a rien qui sort. Il y a pas. Même si c'est pas vrai, là il y a rien du tout. Ouais, et effectivement, comme c'est une sortie tous les 4 ans et que c'est le modèle phare, je comprends que ça doit les embêter si aux États-Unis ça peut pas être vendu quand même. Ah, c'est sûr. Salut Damien, je suis en train de regarder ce super test. Quand vous dites que Sony bride les marques tierces en rafale, pourrait-on imaginer que Sony bride également les performances autofocus tant qu'à faire ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des justificatifs techniques à ça? Parce que là où on peut pas piper les dés, c'est la qualité optique et il n'y a pas 1500 € de différence entre les outsiders et Sony. Je pense que c'était un test sur un objectif Viltrox. Mais peu importe, c'est la même chose pour tout le monde. En fait, Sony attribue une licence standard en fait aux constructeurs tierces et en fait, ça laisse à penser que en gros, il y a la licence que eux se réservent qui permet d'avoir accès à toutes les fonctions et il y a une sous-licence qui bride les fonctions. À ma connaissance, ça bride les performances autofocus. C'est-à-dire que effectivement, vous avez la rafale qui est bridée, mais ça bride aussi les performances dans le sens où sur les Sigma, on le voit souvent. Quand ça arrive au plus dur et que le sujet est très proche de l'appareil, on a beaucoup plus de flou sur un Sigma que sur un Sony. Sur un Sony, on va avoir la dernière photo, même quand il reste plus qu'un seul œil sur le bord du cadre, elle est toujours nette. Sur un Sigma, c'est pas le cas. Quand on prend le même Sigma et qu'on le met sur un Canon R7 par exemple, d'un coup, on n'a plus aucun problème. Donc, moi, je suis convaincu que oui, évidemment, les performances autofocus, c'est-à-dire peut-être la vitesse à laquelle l'autofocus peut aller, est bridée. Et c'est des choses qui, quand on fait des recherches sur les forums et compagnie, se disent quand même. Donc, oui, ça fait partie de ce que fait Sony, d'avoir 2 licences pour la compatibilité avec les objectifs, en espérant que, pour l'instant, Canon et Nikon ne font pas ça. Et c'est la même licence, vous avez toutes les performances que vous ayez un objectif tiers, mais la monture est fermée. Donc, super, mais ils permettent pas de faire les objectifs, donc ça sert pas à grand-chose non plus. La vérité, c'est que c'est du business, c'est que tout le monde essaye de se protéger comme il veut. Ils ont beau raconter tout ce qu'ils veulent, en fait, ils protègent leur monture, quoi. Le deuxième, c'était un mail que j'ai reçu. J'ai été déçu de pas voir le test de ta chienne dans la vidéo du Sigma 300-600. Puis j'ai vu les vidéos de Jared Paulins et d'Amazing Nature Alpha. Tu es clairement passé à côté d'importantes limitations d'autofocus sur cet objectif. Le test de la chienne, pourtant bien plus simple à organiser que le rugby dont tu soulignes la difficulté, aurait permis de relever simplement ces problèmes. Curieux que tu ne l'aies pas fait. Bon, je continue pas le mail parce que c'est long. Mais en gros, il sous-entend qu'on a eu des consignes de Sigma pour pas trop tester l'autofocus. Et que c'est le cas, bizarrement, sur tous les gens qui l'ont testé. Alors, j'avais répondu déjà dans une vidéo parce que forcément, ça m'a interpellé. En fait, c'est rigolo parce que la vue créateur, c'est putain, il faut quand même pas que je fasse toujours la même chose à toutes les vidéos. Si je reste dans la facilité, que je fais toujours mes gosses qui courent vers la caméra, mon chien devant chez moi dans la rue, ça fait toujours les mêmes vidéos, ça fait toujours les mêmes tests, les gens, ça va puis ça peut, outre ça, ça peut même parfois te desservir. Je l'ai déjà lu ou entendu,
que des gens voilà te caractérisent. Bah ok, il teste l'autofocus sur sa chaîne. Est-ce que dans des conditions réelles de sport où ça va vite, etc. Est-ce que c'est aussi bien? Tu vois, donc là on te le reproche alors que parfois c'est bizarre. Donc moi, bah je me dis ok, j'ai contacté il y a quelques mois, en début d'année là, c'était une des décisions que j'ai prises au mois de septembre pour essayer de faire évoluer mes vidéos. Allez, je vais essayer d'avoir des accords avec le club de rugby à côté de chez moi, l'USAP, donc à Perpignan, les Dragons. Je vais essayer de pouvoir vous proposer plus de sport. Donc, on a fait de la boxe professionnelle. Enfin, on a fait plein de trucs, du handball. On a fait plein de trucs. Et on me dit, putain, Damien, c'est chiant, on n'a plus le test de ta chaîne. Et en plus, ça insinue en gros que c'est fait pour cacher que l'autofocus est pas au niveau. Et alors que moi, mon intention à moi, c'est de dire non, j'essaye de vous proposer mieux en vidéo, de faire un usage comme un photographe professionnel. Donc voilà, non, évidemment, il n'y a pas eu de consigne de Sigma, il n'y en a jamais eu, je pense qu'il n'y en aura jamais. Et ça, dans tous les pays. Je pense juste qu'on essaye tous de vous proposer du bon contenu. Et bah, c'est vrai que quand on est dans un stade, on fait qu'on n'a pas forcément le joueur qui vous fonce dessus et il va moins vite que ma chienne. C'est con à dire, mais il va moins... Et donc, je comprends la frustration de dire, bah oui, mais avec ta chienne quand même, c'est cool parce que ça donne un point de comparaison. Mais non, moi, je fais pas ça à la base pour, je sais pas quelle raison. Je fais ça pour essayer de diversifier mes vidéos, tout comme, je vous ai dit, j'ai essayé de tester le dernier Sony à Venise, le dernier Sigma à Rome, et ça permet d'essayer de pas toujours faire les mêmes vidéos. Mais voilà, je prends le point et je prends le point. Évidemment, on va essayer que ma chaîne y soit, même si c'est très furtivement pour ceux qui aiment bien ce test-là. Voilà qui conclut cet épisode riche. Merci Douglas. Merci à toi, merci à vous tous. Et on va essayer de se retrouver dans 15 jours. Yes. Allez tout le monde.